Alors, merci de l'invitation. Je suis content d'être ici aujourd'hui. C'est drôle, on ne se connaissait pas, les intervenants, et il y a des trucs qui se recoupent. On va parler de sujets qui se ressemblent un peu, bien que ce soit dans des secteurs différents. Alors, oui, je suis chercheur à l'Université de Montréal. Tous les jours, en fait, dans mon laboratoire, on travaille avec le matériel génétique, et pendant des années, le matériel génétique, c'est un matériel qu'on utilisait pour s'amuser, poser des questions en recherche. Ce que j'aimerais en fait faire avec vous aujourd'hui, c'est de vous démontrer que ce fameux matériel génétique qui nous fait vivre, qui fait ce qu'on est aujourd'hui, pourrait être utilisé à bon escient pour la médecine qu'on appelle à haute définition. C'est-tu ma faute si ça fait ce bruit-là, ce que vous avez comme ça, en fait, le décoller, c'est ça? C'est bon? D'accord. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet de cette fameuse médecine à haute définition, revenons dans un cas type, votre rendez-vous biannuel chez votre médecin. C'est ce qu'on demande aujourd'hui à la population pour ne pas exagérer et utiliser le système. C'est après 55 ans de voir son médecin de famille à tous les 2 ans. Qu'est-ce que fait le médecin de famille pour évaluer votre santé? En fait, poser un diagnostic sur votre état médical. Il va tout simplement se baser sur des approches classiques qui consistent à vous poser des questions sur vos habitudes de vie, ce que vous mangez, ce que vous faites, est-ce que vous êtes actif. Bien sûr, il va aussi se baser sur des paramètres biochimiques, prendre des prises de sang, des paramètres physiques, votre poids, votre âge, et ainsi de suite. En 2017, curieusement, malgré où est-ce qu'on est aujourd'hui dans notre société, on est encore le médecin doit encore gérer votre diagnostic avec relativement peu de données. En fait, on est à ce qu'on appelle plutôt à faible résolution. Est-ce qu'il serait possible de croire un jour ou l'autre, finalement, que la médecine moderne puisse passer à haute résolution? Et avec depuis les 10 dernières années, dans plusieurs disciplines, que ce soit en chimie, en physique, en ingénierie, en médecine, il s'est développé des nouvelles technologies où est-ce que maintenant on peut imaginer de l'imagerie médicale à haut niveau. On peut imaginer, croire, aller chercher de l'information au niveau de l'humain, au niveau essentiellement des molécules de la vie, l'ADN, les protéines. On peut regarder aussi les facteurs environnementaux en grande échelle qui gèrent une population et un humain en particulier. On peut même commencer à regarder quels sont les facteurs physiques, psychologiques qui peuvent influencer l'état d'un patient. Donc, en réalité, cette médecine à haute définition vise à capturer la diversité du patient en fournissant le maximum d'informations. On va venir dans quelques instants. Donc, imaginez votre patient ici, où est-ce que l'idée, c'est d'avoir développé des technologies où est-ce qu'on peut aller maximiser l'information qui représente l'état du patient. Aujourd'hui, bien sûr, moi, ce que je vais m'intéresser avec vous, c'est sur un des déterminants qui contrôle le phénotype, le patient, c'est son matériel génétique, donc par la génomique. Bien sûr, il faut considérer que toutes ces informations-là, ces mégadonnées, sont prises en charge par des ordinateurs qu'on va voir lors de notre présentation pour finalement donner une précision clinique pour le médecin pour que la décision soit le plus adaptée possible à la condition du patient. Donc, cette médecine à haute définition vise à détecter les processus de la maladie plus tôt, de conduire des interventions précises et dynamiques ajustées. C'est ce qu'on aimerait en 2017 dans le futur, et je suis à peu près assez certain que mes enfants et les enfants de mes enfants vont pouvoir accéder à ce genre d'approche dans le futur. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai un petit rappel, ce n'est pas un cours de biologie, mais j'aimerais quand même vous parler un petit peu de l'ADN, l'acide déoxyribonucléique, hein, c'est la molécule de la vie. L'ADN, en fait, se retrouve dans nos cellules, dans le noyau, représenté sous forme de chromosomes. En fait, l'ADN, c'est une molécule à double hélice. C'est une série de lettres A, C, G, T. C'est le livre de la vie. En 2003, on a séquencé le génome humain, après 13 ans d'efforts, pour se ramasser avec de l'information, un grand livre.
Et on sait que ce grand livre, en fait, encode pour des gènes. Et des gènes, c'est une séquence de lettres ACGT. Et ces gènes vont encoder pour des protéines. Et les protéines, ce sont les structures fonctionnelles de la cellule qui sont encodées par ces gènes. Et c'est ces protéines-là qui donnent un rôle à la cellule, au tissu et à l'organisme. Donc, vous pouvez imaginer que s'il y a un problème au niveau du gène, il va y avoir un problème au niveau des protéines et au niveau de l'organisme. En réalité, on sait maintenant que les gènes sont un reflet de la cellule et de l'organisme. Si les facteurs environnementaux, votre qualité de vie affectent vos gènes, ça va affecter vos cellules et votre organisme. En fait, on considère qu'un gène, c'est un égo-portrait. Les gènes, c'est un égo-portrait d'une cellule. Donc, pour ces raisons-là, depuis plusieurs années, la recherche fondamentale s'est intéressée à séquencer le génome humain. C'est ce qui a été fait en 2003, comme je le disais. Le génome, en fait, c'est l'addition de gènes plus chromosomes. Les gènes se retrouvent dans les chromosomes, c'est le génome. Notre génome est constitué de 3,3 milliards de paires de bases, des lettres ACGT qui se suivent. C'est l'équivalent à 4000 livres de 250 pages. Donc, qui veut se mettre à lire ça ce soir? C'est du travail. Donc, c'est représenté sous forme de chromosomes. Et on sait maintenant que, non, l'être humain n'encode pas pour 100 000 gènes, seulement 20 000 gènes. Nous sommes 5, mais avec ces gènes-là, nous sommes capables de devenir complexes au niveau génétique. Donc, il y a plusieurs autres espèces qui ont des gènes, beaucoup plus de gènes que ça, mais qui sont moins complexes. Donc, Génome Québec représente bien c'est quoi le génome sous forme d'un livre. Le génome est un grand livre. Les chromosomes représenteraient des chapitres de ce livre. Nos gènes, des phrases de ce livre. Notre ADN, une lettre qui forme des mots, des phrases. Et les mutations dans l'ADN, ce seraient des erreurs typographiques. Je trouve que la ressemblance est intéressante. Donc, ce que propose de faire la médecine à haute définition en utilisant le matériel génétique, c'est d'évaluer la santé d'un patient et d'agir sur le patient. Donc, afin d'évaluer et d'agir sur le patient en se servant du matériel génétique, on doit accéder à l'information. On doit accéder au grand livre de la vie. On doit comprendre ce grand livre de la vie en regardant l'orthographe. Et on doit agir, et on aimerait agir sur ce matériel de la vie en corrigeant les erreurs typographiques qui peuvent avoir lieu au niveau du livre ou du chapitre qui est en train d'être lu. Donc, pourquoi, en fait, évaluer la santé humaine à partir de la lecture du génome? Alors, c'est un matériel génétique relativement stable, permet une évaluation personnalisée dans le temps. En fait, ici, le génotype devance le phénotype. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on pourrait imaginer voir des mutations s'installer dans le temps avant qu'on développe la maladie. Enfin, on serait au devant. On serait en train de prédire l'avenir et non de faire face à la situation. Ça permet aussi l'identification des mutations transmissibles. Il y a plusieurs maladies héréditaires, au-dessus de 5000. Ça pourrait nous permettre aussi de vérifier comment vous allez réagir face à un médicament. Le métabolisme des médicaments. Aujourd'hui, vous souffrez d'allergies saisonnières. Moi, j'en souffre d'allergies saisonnières. Est-ce qu'on répond toutes de la même façon aux médicaments? Non. Et ça, c'est entre autres écrit dans nos gènes. Ce serait intéressant un jour ou l'autre d'avoir cette information-là. De façon plus précise, on pourrait aussi identifier des mutations spontanées retrouvées au sein d'un tissu malade, afin d'avoir un traitement ciblé pour les cancers, entre autres. Donc, en fait, ce qu'on aimerait faire avec la médecine à haute définition, c'est de trouver une signature génétique qui est propre à vous. Pas à votre voisin, pas à une population, à vous. L'exemple que je peux donner du rôle de l'utilisation d'informations génétiques dans le traitement de certaines maladies. Alors, voici une liste de médicaments qu'on va donner. C'est de la chimiothérapie, je n'irai pas dans les détails, à quelqu'un qui a été diagnostiqué avec un cancer colorectal, un cancer qui va frapper une personne sur 5 au Canada. C'est un cancer qui est grave. Donc, à l'heure actuelle, ce qu'on fait avec ces genres de diagnostics, malheureusement, voici des gens qui souffrent de cancer colorectaux. Et en ce moment, la majorité de ces gens-là, bien qu'ils ont des backgrounds génétiques différents, des mutations différentes, voici 9 patients avec des patients en rouge qui ont une mutation X, en jaune une mutation Y et en bleu une mutation Z.
mais ils ont tous des cancers colorectaux avec 3 mutations différentes. Ces patients-là, à l'heure actuelle, ils ont toutes la même thérapie, seulement avec 30% de réponse. Il serait intéressant un jour ou l'autre d'avoir une situation où est-ce que ces patients-là sont pris de façon individuelle, on séquence la tumeur, on va chercher de l'information sur leur tumeur, et ces patients-là sont maintenant stratifiés selon la mutation, et à la mutation, elles sont associées à un traitement, sont associés des traitements qui permettent finalement à différentes cohortes de répondre d'une façon optimale à aux approches thérapeutiques. Donc, c'est de la réalité, on commence à y arriver. Alors, voici comment ça pourrait se faire dans le futur. Un patient souffre d'une tumeur, on fait un prélèvement tumoral. Rapidement, l'échantillon d'ADN est prélevé à partir de cet échantillon tumoral. C'est analysé avec de la bioinformatique, de l'intelligence artificielle. On va revenir dans quelques instants. Suivant les résultats de l'analyse de ce génome, les médecins et les spécialistes se rencontrent et, oui, merci. Et donc, ils sont capables de prendre une décision sur la thérapie ciblée face au profil mutagénique qu'on retrouve, face au profil de mutation qu'on trouve au sein du cancer de ce patient et pas d'un autre patient. Et à l'heure actuelle, je peux vous dire que ça va non seulement nous permettre d'avoir des thérapies personnalisées, ciblées, mais même repositionner certains médicaments. Imaginez un cancer qui évolue avec une mutation d'une molécule, d'une protéine X, et que cette protéine-là, pour l'instant, on a une molécule pour cibler cette protéine-là, mais qui est utilisée pour traiter, je ne sais pas, une maladie neurodégénérative. Il peut même avoir des situations où le cancer a développé un besoin d'avoir cette protéine-là active, qui est normalement impliquée dans une maladie neurodégénérative, mais qui est maintenant impliquée dans le cancer. On pourrait vraiment repositionner un médicament qui est utilisé pour une maladie neurodégénérative, la repositionner pour traiter le cancer. Donc, ça peut aller jusque-là. Et à l'heure actuelle, même à l'hôpital Sainte-Justine, on fait de la repositionnement de médicaments pour les cancers pédiatriques. Donc, on y arrive grâce à l'information génétique. Donc, en réalité, évaluer la santé humaine par la lecture du génome, c'est tirer un maximum d'informations au niveau des milliards de molécules, l'ADN. Donc, ici, voici 4 personnes qui ont 4 génomes différents. Et pour la même maladie, cette personne-là va bien répondre aux médicaments. Cette personne-là a besoin seulement de la moitié de la dose pour répondre. Cette personne-là a besoin 2 fois plus de médicaments pour répondre. Et cette personne-là a besoin de totalement un autre médicament pour répondre. Et c'est ça qu'on a besoin d'avoir. Et c'est ça qui risque d'arriver dans le futur avec la médecine personnalisée. Donc, afin d'évaluer le matériel génétique pour traiter un patient, on doit accéder à l'information génétique. Donc, on a de la technologie du séquençage qui a vu le jour il y a plusieurs années, mais qui a évolué à une vitesse grand V les dernières années. Donc, accéder au texte du grand livre de la vie. Je vous rappelle que le génome est constitué de 3,3 milliards de paires de base. C'est du travail, lire tout ça. Et donc, exemple, le génome humain qui a commencé, le programme génome humain qui a commencé en 90, qui s'est terminé en 2003, ça a pris 13 ans de travail et 3 milliards de dollars d'investissement. Alors aujourd'hui, en 2017, est-ce que demain, je vais vous séquencer pour 3 milliards de dollars et 13 ans d'investissement? Bien sûr que non. Donc, ce qui est intéressant, si on regarde ici l'information qu'on retrouve au NIH aux États-Unis, donc en 2001, séquencer un génome humain coûtait 100 millions, prenait plusieurs semaines, et voyez-vous que dans le temps, tranquillement, les coûts ont diminué. Il prenait encore beaucoup de temps, mais en 2007, l'avenue de nouvelles technologies de séquençage, de lecture rapide à haut débit par certaines compagnies a fait diminuer le prix du séquençage du génome humain. Et à un tel point qu'aujourd'hui, en 2017, on peut séquencer le génome humain en 2 jours au lieu de 13 ans, et pour 1 000 $ au lieu de 3 milliards. Et possiblement, la compagnie qui est responsable de tous ces développements Illumina prétend que d'ici quelques années, ils vont être capables de séquencer votre génome pour 100 $ en 60 minutes. Et ils vont y arriver. Donc, on va avoir des informations. On vient à mon collègue tout à l'heure qui vous parlait de mégadonnées, de big data. On va en avoir des résultats. Donc, pour comprendre toute cette information génétique-là, on doit avoir des technologies d'analyse de mégadonnées, des big data.
développer l'intelligence artificielle, l'apprentissage profond et l'information cognitive. Donc, pour comprendre le texte des 3 milliards de lettres qui composent un génome, j'ai ici quelques chiffres pour les geeks d'informatique. Chaque génome humain, 3 milliards de paires de base, produit 1000 gigs de données. Imaginons maintenant un répertoire du génome de tous les Canadiens. On se tourne facilement à 10 à la 18 hexaoctets. On est dans le hexaoctet. Si l'on séquence le génome à tous les 2 ans, par exemple, pour le suivi d'un tissu à risque, on passe à 10 à la 24. On est dans des unités de mesure du big data. Par analogie à un texte de 5000 octets sur une page A4, cela donnerait un livre d'une épaisseur d'une bonne année-lumière, soit 9,5 milliards de kilomètres d'épaisseur. C'est du matériel à analyser. Donc, on devrait avoir des ordinateurs ayant la capacité de digérer ces mégadonnées et doter d'algorithmes évolutifs d'analyse. Et on a la chance à Montréal, ça tombe pile poil de ma présentation et la présentation de mon collègue, on a parmi les meilleurs chercheurs sur la planète à l'heure actuelle à Montréal pour le développement des sciences des données et l'avenir de l'intelligence artificielle, l'apprentissage profond. Il y a l'Institut de validation qui existe ici à Montréal, IVADO. Et cet institut-là est tellement important que l'avenue de géants comme Facebook a choisi Montréal pour créer le laboratoire d'intelligence artificielle. Donc, Montréal est une plateforme incroyable pour traiter ces méga données. Et ce sont des ordinateurs qui vont évoluer avec les données qu'on leur donne, des algorithmes évolutifs. Donc, on aimerait aussi utiliser l'ADN pour agir. Donc, c'est bien beau de comprendre, d'accéder de comprendre en utilisant le matériel génétique chez l'humain. Peut-on agir? Donc, je ne pouvais pas passer à côté de l'édition génétique, bien sûr, des choses que vous avez entendu parler. On a, grâce aux recherches fondamentales qui sont faites chez les bactéries depuis plusieurs années, compris comment que la bactérie pouvait se défendre de façon innée, adaptative face à des bactériophages. Et grâce à cette compréhension-là fondamentale de la défense bactérienne adaptative, on a développé que la bactérie pouvait encoder un système d'édition génétique qui s'appelle CRISPR-Cas9. Donc, je n'entrerai pas dans les détails, mais imaginez que c'est un modèle, un outil de ciseaux moléculaires qui peuvent reconnaître un endroit précis sur les 3 milliards, sur les 4000 pages, les 3,3 milliards de paires de bases qui constituent notre génome. Ce ciseau moléculaire peut venir s'associer de façon spécifique à un endroit, venir le couper pour l'éditer, soit arrêter le gène ou modifier le gène. Donc, on vient vraiment éditer le gène à un endroit précis. Donc, et on ne parle pas de science-fiction avec l'édition génétique. En octobre 2006, le premier essai clinique de l'édition génétique a été fait en Chine sur un patient souffrant de cancer du poumon. Et même dans la revue Science, en août 2017, on parle de l'édition génétique qui va se faire chez les embryons. Excusez-moi. L'exemple que je vais vous donner ici, qui est peut-être de la science-fiction, mais qui peut être applicable dans un futur rapproché. Imaginez quelqu'un on est une société vieillissante, quelqu'un qui souffre d'une maladie neurodégénérative, de l'Alzheimer, du Parkinson. On a identifié, imaginons qu'on a identifié les gènes causales de la maladie. On a déjà une bonne idée, mais il reste à faire du travail. On peut maintenant, on a les outils, à partir de ce patient, isoler les fibroblastes de la peau. On fait juste un petit punch ici, on isole les fibroblastes, qu'on met en culture. Et grâce à l'utilisation de 4 gènes qu'on connaît à partir du génome humain, depuis qu'on a séquencé le génome, on est capable de différencier ces fibroblastes en cellules souches qui peuvent se différencier. Après ça, les cellules souches, ce sont les cellules qui peuvent se différencier à n'importe quel type de cellule. Imaginez que ces cellules souches-là, maintenant, on connaît les gènes responsables de la maladie. On utilise l'approche des ciseaux moléculaires. On modifie les gènes qui sont responsables de la maladie. On reprend ces cellules-là qui sont rendues maintenant saines. On les met dans un milieu particulier, approprié, pour les différencier à nouveau en neurones. Ces neurones sont par la suite réinjectés chez le patient. Et on pourrait imaginer traiter la maladie neurodégénérative personnalisée chez ce patient.
Donc, en termes de conclusion, l'avenue de nouvelles disciplines multidisciplinaires comme la médecine à haute définition est encouragée et même essentielle pour faire face aux défis présents et futurs. La réussite et la mise en place de cette nouvelle discipline devront se faire de façon réfléchie, à une vitesse raisonnable et en respectant les fondements de nos sociétés. À juste titre, l'armée américaine lancé un projet cet été, Save Genes Project, 65 millions sur 4 ans, qui vise à baliser le développement et l'utilisation des technologies d'édition génétique. C'est possiblement la médecine à haute définition va aussi mener des faux espoirs. Ce ne sont pas toutes les mutations génétiques ou les erreurs typographiques du génome qui peuvent être représentement ciblées par les médicaments. L'édition génétique pourrait nous aider. Initialement, est-ce que ça risque aussi d'être une médecine pour les riches, ceux qui peuvent se le permettre? On aura peut-être l'occasion d'en parler avant de la période des questions. Alors, je vous remercie de votre attention.